Je vais être très bref. Un petit mot de rituel de début des rendez-vous de l'OSIM, donc 3-4 minutes maximum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est notre première sortie, hein, c'est la première sortie de ce nouveau bureau. Une belle sortie aux couleurs féminines, c'est le meilleur démarrage qu'on puisse avoir. Des femmes dans les métiers des technologies de l'information. Donc, ça se veut être une thématique captivante. Le débat sera aussi enrichissant. Un cliché qu'on a toujours voulu coller à cette belle passion et fonction que sont les technologies de l'information, dire que c'est un métier d'homme. Je ne suis pas d'accord et je vais vous livrer mon témoignage. Ça sera ça mon introduction. J'avais commencé ma carrière en 92 en Haïti dans le groupe Wafa Bank avec une grande dame battante, dynamique, chevronnée, qui a de la niaque. C'était une dame. J'étais super content de faire mes débuts à ses côtés. Madame Safa Al-Gharbi, qui est aujourd'hui aussi une des grandes dames de l'Haïti et une des grandes dames du groupe Wafa Assurance en termes de management, de leadership, d'engagement, de dynamisme, de fougue, de vaincre, de réussite. J'ai dû aussi tester cela en devenant DSI, il y a une vingtaine d'années, où je faisais venir des collègues aux travaux d'exploitation de nuit, des femmes comme des hommes. J'en ai aujourd'hui dans mon équipe. J'ai dû batailler malheureusement très, très dur pour faire switcher ce paradigme de l'IT qui se conjugue au masculin au sein de mon équipe à la Bourse de Casablanca. J'ai aujourd'hui des championnes dans mon équipe, elles sont là. Alors le bureau de l'OSIM aussi, le bureau actuel, il compte 3 femmes et c'est la première fois depuis 25 ans, depuis qu'on a été créé en 1993. Nous avons 3 femmes parmi nous. Et non des moindres, hein, des championnes de l'écosystème IT. Je salue Madame Wassila Liajizi qui est DSI du groupe AGL. Madame Karima Belhassan aussi qui est DSI, qui est passée par un certain nombre d'industries prestigieuses. Je vais laisser Wassila tout à l'heure présenter son panel. Madame Hind Kabeili qui est secrétaire générale de l'OSIM et professeure à l'ISKE. Et c'est le signal fort en fait qu'on veut donner, nous, OSIM, de vouloir faire jouer la femme et l'enseignement un rôle stratégique au sein de l'OSIM. Et donc ces 3 dames sont membres du bureau de l'OSIM. Donc j'avais dit, Wassila présentera son panel avec plus de détails. Je tiens à remercier spécialement Madame Wafa Akassir, grande militante, chevronnée, engagée, amie inconditionnelle de l'OSIM, qui donne énormément à son pays et apporte de la valeur ajoutée à l'écosystème IT dans le continent. Je vous demande de l'applaudir. Un grand merci va aussi à Madame Zakia Jaji, DRH d'Orange, qui nous honore des CRH. Qui nous honore de sa présence et permettez-moi de dire un petit mot sur Orange. Orange, une institution qui a donné énormément à l'OSIM. Ses directeurs généraux, donc je cite M. Michel Paulin, M. Yves Gauthier, nous ont toujours supportés, ont toujours été aux côtés de l'OSIM, sans oublier Si Mohamed Benis, past président de l'OSIM, et Si Mohamed Ben Ali, membre très actif du bureau de l'OSIM, qu'ils en soient tous remerciés. Je tiens aussi à rendre un hommage spécial à toutes celles qui nous ont soutenus et continuent de nous soutenir, nos mamans, nos épouses, nos filles, sœurs, pour le temps qu'on leur prend. Personnellement, sur ce volet-là, je culpabilise, je suis responsable et coupable. Je les remercie vivement. Je vous remercie, vous toutes et tous, d'avoir répondu présentes et présents à notre événement. Et je vous souhaite un panel lumineux, phosphorescent et un débat riche et fructueux. Merci beaucoup. Stage is yours. Merci. Merci Saad. Bonsoir tout le monde.
Merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous sommes heureux et heureuses de votre présence. Je suis Wassila Liajizi, DSI de l'AGL Holding. J'ai 20 ans d'expérience en IT. Durant ces années-là, j'ai eu à travailler avec des hommes, pour des hommes, et j'ai géré des équipes masculines. Et aujourd'hui, je déclare solennellement que les choses se passent généralement très bien. Je n'ai jamais été féministe et je trouve ce mot réducteur et mal utilisé. Mais je crois profondément en la capacité des femmes, en leur potentiel, et je sais combien il est difficile pour certaines ou pour la plupart, pour différentes raisons, de se mettre en avant, de rêver, de réaliser leur potentiel dès qu'il s'agit d'investir des domaines masculins, traditionnellement masculins, et ce malgré leur grande capacité, leurs compétences techniques et humaines. Ayant moi-même des filles, il me semble naturel de promouvoir les compétences féminines, d'encourager l'entrepreneuriat au féminin et d'œuvrer à faciliter l'implication de mes consoeurs dans des domaines et secteurs où leur potentiel permettrait de servir leurs objectifs, leurs entreprises et in fine leur pays. Les femmes représentant plus de la moitié de la base potentielle des talents, leur participation à l'effort collectif est donc non seulement une question de droit, mais surtout d'efficacité et de productivité économique. La productivité économique se conjuguant maintenant au digital, le sujet que nous discuterons ce soir est très important. Le Maroc, dans le contexte actuel, doit se constituer assez rapidement une workforce IT nécessaire à cet effort de passage à l'ère digitale. Est-il sage de le faire sans y inclure ces compétences féminines existantes et perdues tout le long de leur parcours de formation et d'intégration au monde du travail? Le pourrait-il seulement? Je suis honorée de modérer ce panel composé de professionnels accomplis et distingués qui ont tracé leur chemin dans l'IT, chacune à sa manière, et qui sauront, j'en suis sûre, jeter les éclairages nécessaires et différents sur ce phénomène et vous rapprocher un peu, grâce à leur vécu, de certains éléments sous-jacents qui contribuent à la cristallisation de ce phénomène. Nos panélistes, donc Madame Zakia Hijaji, malheureusement c'est dans l'autre sens. On peut démarrer par... Le bouton. C'est bon, oui, c'est bon. Madame Zakia Hijaji, la DRC. La DSCRH. Orange, si vous voulez bien. Bonsoir tout le monde. Alors merci à l'OSIM pour l'invitation et merci Cissad pour les mots de présentation en fait d'Orange. J'ai accepté cette invitation parce qu'elle parlait des femmes d'abord et des femmes dans les métiers des technologies de l'information. On aura l'occasion d'en débattre. Alors moi je ne suis pas DSI, mais je suis convaincue que dans 5 ans on n'aura pas besoin d'être ingénieur pour être DSI, c'est sûr, il faudra juste être geek. J'ai démarré dans la finance, un parcours un peu atypique puisque je ne suis pas restée très longtemps. J'ai fait de la communication et puis j'ai atterri après dans les ressources humaines. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de tout. C'est pour ça que je dis peut-être qu'un jour je deviendrai DSI. Je n'en sais rien. Je suis, alors moi un petit peu contrairement à ce que tu disais, je suis un peu féministe. Un peu, hein, quand même. Je suis pour un certain nombre de droits des femmes que je promeus beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'accepte les invitations qui parlent des femmes, de leur place, et je suis pour un certain nombre d'actions, comme les quotas, comme un peu plus de droits, comme des actions gouvernementales. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, c'est ce qui fait ma passion pour ce combat. Voilà. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier Cissad Mohamed pour ses généreux mots. Touchant comme toujours et qui émane d'une personne qui a un grand cœur et qui est aussi militante dans le secteur. Merci beaucoup Cissad, j'ai été touchée par tes mots. Merci à tout le monde, merci bien sûr à l'OSIM pour ces occasions. D'ailleurs, j'ai disparu de la scène publique sauf pour l'OSIM. Je réponds toujours présente quand c'est les drapeaux de l'OSIM qui sont levés parce qu'on discute toujours de belles causes. Bien sûr, je ne vais pas parler de ma carrière professionnelle, on remet des casquettes de différentes couleurs. L'objectif, c'est qu'on est tous aujourd'hui ici pour parler de l'écosystème, la contribution des femmes et des hommes
Certes, aujourd'hui, nous sommes toutes des femmes, mais nous portons en nous des hommes, nos pères, nos frères, nos collègues, nos maris, nos enfants. Et c'est à travers ces discussions-là qu'on voudrait démontrer ça. Donc, depuis quelque temps, j'ai pris de façon permanente les casquettes d'une organisation internationale, toujours dans les programmes de l'IT, qui est les Nations Unies. Mais je reste toujours militante à vouloir voir un meilleur monde digital pour le Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Merci Sila, merci Monsieur Saad pour cette introduction. En fait, moi, j'ai rejoint l'équipe OSIM récemment. L'invitation s'est faite pour l'Assemblée générale et je me suis retrouvée par la suite membre du bureau. C'est un honneur pour moi de représenter non seulement les Marocaines, mais aussi toutes les femmes. C'est une occasion, je pense, assez spéciale aujourd'hui de débattre du sujet. Nous, femmes qui ont travaillé durement et passionnément dans le domaine des technologies de l'information, j'ai fait un parcours assez riche, je dirais, sur les industries, différentes industries, avec différentes multinationales. Actuellement, DSI sur le groupe Richemont, une nouvelle expérience avec un nouveau challenge, et j'espère que le débat vous plaira. Merci. Et Madame Hind Qbaili. Bonjour, Hind Qbaili, professeure à l'ISCAE. Alors moi, par contre, je vais parler de mon parcours. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure je parlerai de pourquoi je suis en train de parler de mon parcours. Alors, je suis de Rabat et on habitait l'Agdel, la cité de la Garde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cité de la Garde. C'est à peu près à 500 mètres de l'école d'ingénieurs Mohamedia. Et donc, chaque matin, chaque après-midi, en allant au lycée, je passais devant l'école Mohamedia et j'étais toujours impressionnée par les ingénieurs, par leur tenue militaire. Et je me disais, sûr et certain, je vais faire ingénieur coûte que coûte, il faut que je rentre à l'école Mohamedia. Alors, malheureusement, le sort n'était pas avec moi. Ben, tout simplement, j'ai fait maths sup, maths spé. Je n'ai pas réussi mon maths sup. Or, c'est le seul, disons, passage obligatoire pour rentrer à l'école Mohamedia. Et pourtant, donc, je n'ai pas baissé les bras. J'ai cherché où est-ce que je peux faire quand même une autre école d'ingénieur. Il y avait une opportunité de déposer, parce qu'en plus, c'était trop tard. Pendant l'année, il fallait attendre. Si je voulais partir en France, je me rappelle très bien, une autre année, parce que les dossiers se fermaient en quelque chose comme février-mars. Donc, du coup, il y avait une opportunité pour la Tunisie. Je suis partie en Tunisie, école d'ingénieur. J'étais encore là impressionnée. J'avais des amis avec lesquels j'ai travaillé qui étaient tous des garçons en génie électrique. Je me suis dit, je vais faire génie électrique, tout simplement pourquoi? Parce que pendant leurs travaux pratiques, mais ils concevaient des espèces de cartes mères avec des electronic chips, etc. Et donc je me disais, je veux faire comme eux. Là encore, le destin, on a décidé autrement. J'avais pas assez de moyens pour faire génie électrique. Donc du coup, en Tunisie, les orientations, ça se fait d'une manière automatique avec l'ordinateur. Et du coup, je suis tombée dans l'informatique. Donc depuis, je suis vraiment tombée amoureuse de ce domaine-là. Encore une autre fois, j'ai fait un stage pendant mon parcours et c'était au Centre royal de télédétection spatiale. Et là, mon coordinateur, mon supervisor, et à l'époque le directeur du CRTS, alors tous les deux avaient fait leur PhD à Montréal, au Canada, c'était à l'université Laval. Là encore une autre fois, j'étais en admiration devant ces gens-là et je me rappelle l'environnement dans lequel je faisais mon stage. Alors à cette époque-là, c'était à peu près en 92, 93, c'était des open space à l'américaine et même le type de management c'était à l'américaine. Je me dis, je veux être comme eux. Il faut que je fasse mon PhD. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu construit mon parcours. Et je reviendrai à cette notion-là de parcours qui a justement un impact sur le choix des jeunes filles plus tard dans leur carrière et des différents personnages qu'ils vont côtoyer tout le long justement de leurs études pour déterminer leur choix futur dans les métiers. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Le débat de ce soir, que nous espérons très riche.
abordera les questions suivantes. Quels sont les obstacles actuels auxquels sont confrontées les femmes dans l'industrie de la technologie? Comment faire revenir ces femmes aux technologies? Et pourquoi les rôles modèles sont importants pour inspirer? Nous pensons que cet échange transcende le genre. C'est bien sûr une affaire de femmes, mais c'est aussi une affaire d'hommes, d'entreprises, de pays. La diversité au niveau de l'entreprise est un impératif business. Et la diversité au niveau du pays tient plutôt à une réalisation de la démocratie. En bref, le futur s'annonce brillant et excitant, Inch'Allah. En fait, on va discuter un petit peu contexte général, je pense, avec notre ami Wafa, qui peut peut-être nous brosser le tableau. Que se passe-t-il dans le monde? Alors, comment cela évolue-t-il? La transformation digitale ou la rupture digitale, comme certaines aiment la nommer, vient façonner le mode de vie de nous tous, de nous chacun, le mode d'appréhension, le mode de consommateur. Et ça impacte également l'implication des femmes dans le secteur des nouvelles technologies. Je peux vous donner quelques chiffres qui ont été présentés récemment, il y a 4 jours à New York, pour l'Assemblée annuelle de la Commission pour la défense des droits des femmes, qui est encore maintenue jusqu'au 24 mars. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la transformation digitale peut ramener énormément d'avantages pour les femmes, notamment la création de nouveaux types d'emplois qui créent, mais en même temps, il y a certains points négatifs comme la destroying jobs, détruire certains jobs. La transformation digitale permet également plus d'innovation au sein des femmes, mais moins de ressources pour les startups. Ce qui est aujourd'hui un constat réel au niveau mondial, c'est que nous avons des chiffres qui sont un peu refroidissants. On a pratiquement 7 à 10% des femmes qui occupent des postes managériels dans l'IT, que ce soit en tant que directeur général, en tant que de système d'information ou membre du directoire. Ces chiffres-là sont globaux. Le Maroc en est à 7%. Donc, dans toute aujourd'hui la population féminine, dans la force de travail, il n'y a que 7% aujourd'hui qui occupent des postes managériels. C'est le cas également pour les États-Unis, c'est le cas pour le Canada, pour l'Europe. Peut-être qu'il n'a pas envie d'entendre ces chiffres-là. Alors, il y a une autre donne aussi qui est très importante, qui est la disparité salariale, même si peu de gens y croient, mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on touche 30% moins que les hommes dans les mêmes postes. Surtout dans le secteur des nouvelles technologies. Je peux vous donner un exemple pour les États-Unis. Pour chaque dollar payé pour un homme, pour le même poste dans le secteur, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans l'administration de réseau, la femme gagne 0,73 cents. Et au Canada, on est pratiquement au même chiffre. Pour chaque dollar gagné, dollar canadien, la femme touche pratiquement 0,72. Au Maroc, on est entre 30 à 36%, ce qui est énorme aujourd'hui. Ces disparités ou ces discriminations viennent uniquement par genre et pas par compétence. Et une autre donnée aussi par rapport au Maroc, qui est un peu plus avantageuse peut-être que par rapport au niveau global, nous avons très peu de filles aujourd'hui au niveau mondial qui vont vers les métiers de sciences, les métiers de recherche lourde, comme l'industrie, comme le big data, comme blockchain. Au Maroc, on a à peu près 53 pour être exact pour le chiffre de 2017, 53 lauréates des écoles supérieures des ingénieurs. Alors, nous produisons chaque année, aujourd'hui, on est à 3000 ingénieurs. Corrigez-moi si j'ai tort. Et dans ces 3000, il y a 53 filles. Dans ces 53 filles, alors faites attention à ce que je vais dire parce que ça m'a choqué également. Dans ces 53, il y a uniquement 36 qui partent dans le domaine des nouvelles technologies. Même s'ils sont ingénieurs, ils ont le titre d'ingénieur. Pour ça, il y a énormément d'obstacles. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et parmi ces 36%, très peu peuvent occuper des postes de middle management ou de senior manager. Donc ces chiffres-là, même si ils sont un peu négatifs, mais ils peuvent montrer aussi qu'il y a la volonté aujourd'hui, qu'on a la base pour constituer une force de travail équilibrée entre femmes et hommes. Ce ne sont pas des chiffres qui sont liés uniquement au Maroc. C'est une tendance mondiale pour laquelle toutes les organisations internationales et le secteur privé et le secteur gouvernemental luttent, mais le constat aujourd'hui est ce que je vous ai présenté. Je voulais en profiter parce que c'est vrai que là, on a vu qu'il y avait beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'étudiantes
féminine, mais qu'à l'arrivée, c'est au moment du choix de la carrière où elles décident, apparemment, puisqu'on passe de 53%, comme a dit Wafa, à 36% en technique, et peut-être pas dans des profils comme administrateur ou comme computer scientist, donc il n'y en a pas beaucoup. Ça serait intéressant de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet est important? Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est important d'avoir plus de filles dans l'IT? Alors, avant de répondre vraiment à la question, parce qu'on parlait tout à l'heure de constat, et je vous remercie parce que vous avez donné des chiffres. Moi, par contre, je n'ai pas de chiffres. Moi, les chiffres, je les vois sur le terrain. Malheureusement, c'est ça. Je les vois sur le terrain parce que moi, ces 53%, je ne les vois pas. Je ne les vois pas arriver. Pourtant, moi, je suis dans une entreprise qui n'est pas réellement... on est vraiment dans quasiment la parité. Donc, nous, ces 53%, on ne les voit pas. Donc, à partir du moment où on ne les voit pas, c'est qu'il y a d'abord je pense qu'il y a un travail, au-delà des chiffres, de mindset général. Au niveau du pays. C'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas la même tendance que la Suède, mais la Suède, quand vous allez arriver dans une entreprise, il y a la parité, il y a l'égalité salariale, etc. Or, le constat, c'est que peut-être que nous, on a une courbe qui est inversée, sauf qu'une fois que ça démarre, ça se réinverse et donc ça ne sert à rien, en fait. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'éléments et beaucoup d'hommes, mais je pense aussi qu'il y a des éléments évidemment socio-culturels, mais il y a aussi, et là je vais peut-être un peu mettre le pied dans le plat, il y a aussi une réalité un petit peu de volonté aussi politique, parce qu'aujourd'hui on ne voit pas quels sont les outils et les moyens qui sont mis à la disposition pour promouvoir la parité, l'égalité et la promotion de l'ingénierie. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une très grosse tension dans le marché des ingénieurs. Je pense que vous le savez, ça a repris. On a tous beaucoup d'ingénieurs qui démissionnent en ce moment, ça je suppose, pour partir en France, évidemment. Et c'est vrai qu'au recrutement, on voit plus d'hommes que de femmes, et on voit aussi qu'il y a aujourd'hui d'accompagnement de l'écosystème pour pouvoir accompagner ces filles, jusque déjà pour arriver au marché du travail. Ensuite, l'accompagnement dès qu'elles démarrent dans le marché du travail, pour pouvoir continuer, persévérer, avancer et évidemment avoir des rôles modèles. Et donc je pense qu'il y a une grosse partie de changement d'état d'esprit, et ce qui est un peu malheureux pour moi, et ce qui est un peu malheureux, c'est que ça fait 10 ans que je suis dans les ressources humaines, ça fait 15 ans qu'on parle des mêmes choses et on n'a pas un iota d'avancement. Donc voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des quotas, parce que si on n'avait pas mis des quotas pour le Parlement, on n'aurait jamais eu de femmes. Et donc je pense qu'à un moment donné, il y a des constats qui sont à prendre en considération et sur lesquels il faut peut-être travailler. Alors je reviens pour répondre à la question sur pourquoi est-ce qu'il faut des femmes et pourquoi est-ce qu'il faut inverser. Il y a beaucoup d'études que vous trouverez sur le net, que je n'ai pas besoin de parler. Il y a des études de Boston Consulting Group qui font chaque année dans les différents métiers, dans les différents pays. Vous trouverez aussi ceux de McKinsey, qui aussi sont actualisés annuellement sur les sujets de diversité et de parité. Et il va sans dire que toutes les entreprises qui ont des femmes dans leur conseil d'administration ou dans leur comité de direction ont un pourcentage important de productivité et de création de valeur en plus. Donc la créativité, l'innovation sont très importantes dans le genre. Et je pense que les femmes ont cette qualité. Je suis désolée, messieurs, je ne dis pas que vous n'êtes pas créatifs ni innovants. Mais ce que je dis, sont créatives et innovantes, elles ont une dose supplémentaire. On dit qu'elles sont un peu plus empathiques, elles ont aussi la volonté d'avoir une sensibilité managériale, etc., qu'il faut cultiver et utiliser pour que l'écosystème soit équilibré. Et je pense qu'il faut qu'on puisse travailler ça, parce que la diversité crée de la valeur ajoutée. Voilà, pour moi, c'était ça. Merci beaucoup, Zakia, pour tout ce que vous avez dit. Alors, moi, je reformulerai la question autrement. On ne voudrait pas plus de femmes dans le secteur. On voudrait juste avoir les mêmes chances et même niveau d'égalité dans l'évolution de carrière pour une fille comme pour un garçon. Pourquoi le secteur n'est pas attractif pour les filles? Parce que le problème, ce n'est pas ces 53% qui sont lauréates, mais c'est 36% qui osent partir dans le secteur. Le secteur n'est pas attractif. Le métier de l'IT pour la fille n'est pas attractif. C'est un secteur, et excusez-moi le terme, qui est très traditionnel, qui
qui est stéréotypé, qui est machiste. Depuis tout le temps, les ingénieurs, ce sont les hommes parce qu'ils sortent, ils font des randonnées la nuit, ils sont disponibles. Voilà, exactement. Donc ça, c'est l'idée qu'on a dans notre société. Et la fille ne trouve pas intéressant ou attractif comme métier de rester dans l'IT. Donc elle doit galérer, elle sait que l'évolution de carrière ne se fait pas au même niveau, que les responsabilités ne sont pas données aux filles au même niveau qu'aux garçons. Donc tout cela fait en sorte à ce qu'elle a des freins dès le début d'aller vers le secteur. Donc il faudrait arriver à convaincre ces filles-là, à les coacher pour leur dire vous avez fait une formation pour être ingénieur, il faut continuer le chemin, vous pouvez être créatif et on mettra les mécanismes nécessaires pour ça. Alors le travail qu'il faut faire, c'est un travail à 3 niveaux, j'imagine. Ce n'est pas uniquement une affaire de gouvernement. On peut voir l'exemple de l'administration publique. Le gouvernement a imposé des quotas qui ne sont pas respectés. C'est qui les instrumente? C'est qui les met en œuvre? C'est qui les implémente? C'est nous, femmes et hommes. Il faudrait sensibiliser ces femmes et hommes pour que, même s'il y a des lois, on puisse l'appliquer et qu'on puisse les respecter. Le Maroc était parmi les premiers pays dans le monde arabe à avoir une approche ou une budgétisation sensible en genre dans tous les ministères. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Je parle il y a de ça une quinzaine d'années. Par contre, dans la concrétisation, on voit ça très rarement dans les politiques intégrées gouvernementales. Dans l'écosystème aujourd'hui, que ce soit le corporate ou que ce soit les associations professionnelles, il faudrait sensibiliser à cette égalité de chance. Je ne suis pas forcément pour la discrimination positive à tous les niveaux. À un certain moment, il faut arrêter de dire qu'on voudrait plus de filles que de garçons. On voudrait juste avoir... Quand il y a un candidat fille et un candidat garçon qui partent pour un travail, qu'ils soient évalués pour les compétences, qu'elles soient évaluées sur les capacités. Une fois qu'ils sont dans le monde de travail, si elles méritent de toucher un salaire, il faudrait qu'elles le touchent. Elle ne touche pas moins parce qu'elle est fille, elle doit toucher exactement ce qu'elle doit mériter. Et s'il y a une évolution de carrière, et je comprends, j'ai plein d'amis qui sont directeurs généraux dans des boîtes IT et qui me disent « je préfère donner une mission à un garçon » parce qu'au moins le garçon ou l'homme peut donner l'engagement sur 1 année, 2 ans. La femme, elle peut tomber enceinte, elle peut avoir des problèmes avec la famille, elle peut aider. Et un programme ou un projet, on arrive difficilement à le gagner. Ici, on doit le mettre en gel pendant 7 ou 6 mois ou 3 mois parce que la femme a accouché. Pour nous, c'est une perte. C'est vrai que c'est une idée machiste, mais la femme peut être productive même en étant enceinte, même en étant en congé de maternité. Je ne suis pas en train de vous dire allez-y travailler durant le congé de maternité, mais alors je te dis peut-être la parole. Non, c'est juste que ce sujet de la maternité, vraiment, il me les pompe parce que je pense que quand on est dans un métier de l'ingénierie et qu'on parle de transformation digitale, on ne peut pas parler de barrière de la maternité. La façon de travailler a changé. Et donc, on ne peut pas, au XXIe siècle, quand on dit on doit transformer, on doit être dans la digitalisation, on doit être dans les nouvelles méthodes, dans l'agilité. C'est pas uniquement, c'est un mindset, une façon de travailler, c'est aussi de nouveaux outils. Je veux dire, une femme qui est en maternité, elle n'est pas malade. Je veux dire, même handicap, c'est de la diversité. Donc, j'y suis aussi sensible. Et en fait, il y a une anecdote assez sympathique donc on a partagée quand on parlait. Pourquoi à un moment donné, moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis un peu féministe, mais c'est mon côté, je l'accepte et je l'assume. Il y a quelques années, j'étais enceinte de mon fils et on était en réunion de recrutement pour un directeur. Et j'étais au 8e mois, vous imaginez, c'est un peu la fin, donc c'est un peu difficile. Voilà. Et donc, on est en train de recruter, je présente des CV, et il me dit « Ah, mais tu m'as ramené encore que des nanas ?» Je lui dis « Elles ont quoi, les nanas? Elles sont très bien, on a shortlisté par compétences, donc a priori, ça devrait le faire. » Et il me dit « Mais non, encore, elles vont rentrer, elles vont toutes partir en congé maternité. » Alors je me suis levée, comme j'avais le ventre comme ça, je lui dis « T'as quelque chose contre les femmes enceintes ?» Et il me dit « Moi? Non, jamais !» Mais en fait, c'est juste pour illustrer que c'est sorti de façon naturelle. Il n'y a même pas réfléchi. Je pense que c'est inconscient. C'est que pour lui, elle va rentrer. Déjà, quand on présente une jeune fille qui vient de sortir d'école, donc elle va rentrer, elle va se marier, elle va avoir son premier gosse, son deuxième gosse, son troisième... Oui, mais... Le garçon aussi, quand il va rentrer, il va se marier. Hein, il va prendre ses 10 jours de congé mariage. Ça, de toute façon, ça ne change pas. Mais juste que le fait qu'elle s'absente ne devrait pas être
une problématique dans une entreprise. Et moi, ça me saoule, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse travailler pour changer la façon de faire. Et c'est là où j'étais un peu... C'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure, moi, je rêve du fait qu'on puisse avoir 2 CV et ne pas rentrer dans le genre, mais plutôt dans les compétences. Mais tant qu'on n'aura pas fait cet effort de dire on arrive d'abord à l'égalité et ensuite on discute sur la compétence, je pense, de mon expérience, ce sera difficile d'y arriver. Parce que vous me dites, c'est vrai qu'il y a des lois, etc. La loi, elle protège la maternité aujourd'hui dans le Code du travail. Mais son application, elle est très peu visible. Il y a ça. Il y a aussi donner l'exemple. Quand on n'a que des femmes secrétaires d'État et une seule ministre, on ne donne pas l'exemple. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Moi, ça me tient à cœur, j'en parle. Et c'est tout. Alors en plus, il ne faut pas encore me dire ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a une ministre de la femme, de la famille, solidarité, c'est une femme. C'est ça un peu, sauf il y a très longtemps quand on a eu quelqu'un, mais il est parti, dommage, parce que lui il était pour l'égalité et la diversité. Je l'aimais bien. Voilà. En fait, ce qu'on vient de relever tout de suite, c'est une question de stéréotype. C'est même pas une question ni de compétence, ni de présence, ni d'envie. Il n'y a même pas de désintérêt, en fait. C'est plus de stéréotype. Et là, je pense que Karima avait quelque chose à... Oui, partant toujours d'expériences personnelles, ayant travaillé dans des multinationales, j'étais membre de direction et j'étais souvent dans des assessment centers pour des recrutements. Et la culture me plaisait beaucoup dans le sens où quand on recevait des CV, on faisait le dépouillage des CV et on comptait est-ce qu'on avait des filles pour être recruté, et on stoppait les recrutements si on n'avait pas de filles. Donc on attendait jusqu'à recevoir des CV filles pour pouvoir être en parité. Donc sur la culture, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est vrai, des lois pourraient aider, mais les mettre en œuvre, c'est plutôt passer par instaurer des cultures et une façon de prendre les choses, que la femme aujourd'hui, si elle a le choix, donc, elle pourra opter pour un travail dans le métier du IT, mais qu'elle n'ait pas le frein de ne pas y aller. Donc, c'est juste avoir une égalité de chance, une égalité de s'épanouir, et en parallèle à ça, être accompagnée par des mécanismes, que ce soit par les employeurs ou les associations ou même les ministères. D'accord. Alors, moi, je voudrais revenir à ta question par rapport à pourquoi est-ce que c'est important. Est-ce que c'est important d'en parler? Moi, je pense que la question n'a même pas à être posée. Vous avez commencé tout à l'heure par l'introduction de la transformation numérique. Et donc, maintenant, de plus en plus de jobs vont être justement... non, même pas question de distance, mais c'est-à-dire il y a une composante numérique et donc une composante IT. Et donc, c'est dommage que la femme ne puisse pas tirer avantage de cette mutation-là d'entreprise ou cette mutation-là de métier. Et il ne faut pas oublier aussi le changement de tendance. Maintenant, la femme, elle est génératrice de revenus. Donc avant, on avait des ménages un peu patriarcaux et donc c'était l'homme, hein, le générateur de revenus au niveau de son foyer. Mais maintenant, de plus en plus de femmes. Et donc, il y a beaucoup de postes justement à remplir et à ne pas laisser passer cette occasion-là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important par rapport à cet aspect-là. Alors, maintenant, promouvoir l'égalité, moi, je ne partage pas ton avis. Moi, je suis pour oui. Et franchement, je ne me sens pas du tout inférieure si, par exemple, au niveau des offres d'emploi, on a une mention quelque part pour dire la priorité est donnée aux filles. Moi, j'ai fait mes études en Nord-Amérique. Et puis là où je postulais, par Internet, etc., c'est mentionné noir sur blanc et il n'y a pas à être shame of. La minorité, enfin la priorité est donnée aux filles, aux femmes et aux minorités. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, ne pas avoir ça. Oui, moi, franchement, en tant que femme, d'ailleurs, c'est pour cela, moi, je rejoins Ouassia pour dire, je ne suis pas du tout féministe parce que je ne me sens pas du tout, c'est-à-dire dans la position exacte. Tout à fait. Maintenant, les femmes n'étaient pas très bien, enfin, n'allaient pas à l'école. Maintenant, il y a une tendance différente. Ben, pourquoi pas les avantager
au moins pendant peut-être 50 ans, et après, on peut enlever cette loi-là. Ok, alors tu as abordé un point qui est très important, India. Je permets de te tutoyer puisqu'on est sur le podium maintenant. Il y a beaucoup de choses que la femme peut apporter aux nouvelles technologies, mais il y a aussi l'inverse. Il y a beaucoup de choses que les nouvelles technologies peuvent apporter aux femmes, surtout les femmes qui n'appartiennent pas au secteur, les femmes dans le monde rural, les femmes illettrées, les femmes qui n'ont pas de revenus. Et savez-vous que 72% aujourd'hui des femmes ne sont pas productives dans notre société. Ça, c'est aussi un chiffre qui m'alarme, qui me dit qu'il y a plus de 2/3 des femmes qui ne rapportent aucune valeur ajoutée palpable. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée, mais valeur ajoutée palpable à notre PIB, à notre économie, alors qu'elles peuvent le faire. C'est vrai que déjà être mère au foyer, c'est un métier en soi, mais elle dispose aussi d'énormément de compétences et de capacités de pouvoir être indépendante économiquement. Et là, je lance un appel aussi à travers le podium pour dire que ces femmes-là ont besoin de nous pour leur faciliter la vie à travers les technologies. On peut les aider à réduire l'enclavement dans lequel ils vivent. Savez-vous que, et là on en parlait l'autre jour, que ce qu'on appelle le Gender Connectivity Index, l'index de la connectivité, il est très très important. Les femmes n'ont pas le même niveau d'accès à l'infrastructure IT, nouvelles technologies, au niveau mondial. Pratiquement l'écart il est de 62% dans des pays comme l'Inde, et au Maroc on est à pratiquement 81%. Donc une femme, imaginez, qui habite à Oufous, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas d'internet, mais pourtant elle a un produit qu'elle souhaite commercialiser. Oui, parce que je connais une personne qui est à Oufous qui a le même problème. D'accord. Et pourtant, elle peut produire des produits qui peuvent être commercialisés. Imaginez ce que la nouvelle technologie a apporté à sa vie. Non seulement un circuit de distribution, mais une clientèle qui est sur Rabat, sur Casa, sur Marrakech, sur Agadir. Elle est devenue, voilà, peut-être passée à l'export, elle est devenue d'une personne inactive au niveau économique à une personne génératrice de revenus. Et je me rappelle de il y a même l'estime de soi qui est là. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Parmi ces femmes-là avec qui on travaille dans le monde rural, qui n'a jamais gagné de l'argent dans sa vie, mais qui a commencé à avoir des rentrées de l'argent, elle m'a dit, quelque temps après, quand on est revenu la voir, son mari l'a réveillée à 4 h du matin, elle faisait tout le travail, le bétail, elle faisait faire du pain, comme d'habitude, à 4 h du matin. Il avait l'habitude, excusez-moi les hommes, je vous admire, vous êtes mes amis, mes frères, mes pères, mais c'est une réalité. Il l'a réveillée avec 100 pieds, comme ça, Noud. Elle m'a dit, depuis que j'ai commencé à faire rentrer de l'argent, elle est là. Pas à 4 heures. Et ça, c'est une réalité. Alors, à travers les nouvelles technologies, elle a pu reprendre son estime, son respect et son rôle dans la société. Et je pense que c'est les discussions qu'on doit avoir maintenant. Moi, je voulais juste compléter. On peut citer beaucoup d'exemples parce que sur vous parlez au niveau mondial, etc. Moi, je citerai quelques exemples de filiales qui ont lancé le produit Orange Money au Cameroun, etc. Et que ces femmes-là, qui n'ont jamais été à l'école, ont pu monter des structures, des coopératives, et elles ont des clients à l'international. C'est juste pour dire que, évidemment, les nouvelles technologies de l'information peuvent apporter beaucoup aux femmes. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur, on a parlé des obstacles et vous avez posé les questions, mais on ne faut pas oublier non plus qu'on a un obstacle les obstacles que la femme se pose à elle-même. Et ça, on n'en discute jamais. Nous, on avait mené une étude il y a quelques temps avec un grand cabinet dans le cadre du programme diversité. Et en fait, il a été remonté qu'une femme ou une jeune fille sortie d'école ne va postuler que si elle remplit tous les critères du poste. Alors qu'un homme, s'il remplit 30 à 40% des critères, il va postuler. Et c'est la raison pour laquelle souvent on a moins, quand on lance une mobilité par exemple, sur un poste de management, on aura moins de femmes. Et quand on leur pose la question, ah oui, mais moi j'ai ça, mais je ne complète pas ça et ça et ça. Mais un homme va te dire, ah mais oui, mais ça je le fais, mais ça je vais l'apprendre. Ce n'est pas un souci.
Et donc c'est vrai que ce sont des barrières que la femme s'impose à elle-même, et c'est aussi un changement que aussi bien les entreprises que la société civile, que tout le monde, hein, vous et nous toutes et nous tous, devons travailler pour éviter ce genre de barrières, pour que nous on puisse expliquer et passer le message. C'est pas facile, ça prend du temps. Mais parfois, on est obligé, moi je le vis parfois, sur des postes qu'on ouvre, on est obligé d'aller chercher certaines personnes pour leur dire, mais tu as les compétences pour postuler, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah oui, mais moi je ne pensais pas que je pouvais faire ce poste. Parce que j'ai pas, pour un ou deux critères, hein, vraiment pas des trucs compliqués. Et je pense que les femmes aussi devraient se poser moins de barrières pour pouvoir le faire. Alors, effectivement, donc je voulais aussi parler de ce point-là. Alors, ces barrières-là, ben, ça revient justement à l'éducation de la fille. Ce n'est pas parce que là, c'est même pas vis-à-vis de l'entreprise, parce que de toutes les manières, elle n'a même pas encore déposé, donc c'est vis-à-vis d'elle-même. Et là, justement, quand je vous ai parlé tout à l'heure de tracer pourquoi est-ce que je vous ai parlé du parcours, parce que franchement, les différents facteurs socioculturels, l'éducation des parents, des enseignants, des amis, etc., ils influencent énormément le caractère de la femme, sa confiance en soi, son estime, et donc plus tard, ses choix. Donc franchement, l'éducation des femmes, elle est très très importante pour que dès le départ, alors quand je parle d'éducation, c'est aussi simple que par exemple quand on a des filles, on va leur amener des poupées. Je ne suis pas contre, hein. Mais par contre, le garçon ne va pas lui ramener des poupées, mais des Lego et donc comment dire, des jouets qui vont l'inciter au critical thinking et donc, je ne veux pas dire au métier de l'ingénierie, mais... Tout à fait. Alors, donc, je pense que déjà, nous, en tant que femmes, moi, c'est pas que j'attends rien des hommes, c'est pas vrai. Mais je me dis, à notre niveau, on peut faire énormément de choses en tant que maman, en tant qu'éducatrice, en tant qu'enseignante, en tant que DRH, etc. On change notre mentalité, donc la manière d'éduquer nos filles pour qu'elles aient confiance en elles et qu'ils aient aussi cette audace-là, comme les garçons, et donc finalement postuler, même si elles ne remplissent pas les critères. Karima, tu considérais que le contexte actuel était propice pour les femmes, pour qu'elles, enfin, en tout cas les jeunes filles, qu'elles intègrent l'IT. Tu voudrais développer, s'il te plaît? En fait, sur le sujet, je rejoins enfin sur la tendance aujourd'hui avec les nouvelles technologies et le virage de l'ère digitale. Il y a cette flexibilité de l'utilisation là où on est, que ce soit sur un milieu urbain ou sur un business, je dirais, de start-up assez réduit, d'association ou du genre. La femme aujourd'hui, elle a la possibilité de ne pas s'appuyer sur ses propres compétences, mais d'aller chercher ses compétences sur le net, sur des gens qui sont là disposés à développer des solutions et à ouvrir son network. Voilà, à ouvrir son network sur tout ce qui se porte par la technologie, par les outils qui sont mis à disposition et qui sont banalisés. Aujourd'hui, on n'est pas dans la connaissance typiquement technologique, technique, on est plus dans le user-friendly, on est plus dans l'applicatif qui est plus rapproché d'une exploitation simple, rapide et immédiate. Donc pour moi, c'est un virage très important. Et si on a la possibilité de saisir, donc on devra normalement donner plus de valeur ajoutée et des revenus en plus en étant maman, en étant enceinte. Alors, juste une parenthèse. Vous avez parlé tout à l'heure de maternité, etc. Moi, j'estime que non, pendant la période de congé de maternité, la femme ne travaille pas. Il n'y a pas que le travail dans la vie. La vie, c'est plusieurs cycles, c'est plusieurs étapes. On étudie, mais moi, j'estime qu'au moment d'accoucher, je pense que la femme, elle a le droit de rester un certain moment. Je pense que c'est un privilège. Non, qu'elle ne travaille pas. Non. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Non, parce que vous avez parlé tout à l'heure de travailler à distance, etc. Au Canada, par exemple, je pense que c'est le système, je ne connais pas les systèmes suédois ni norvégiens. Voilà. Voilà. Alors... On prend même l'exemple sur le Liban. Donc aujourd'hui, au Liban, ils s'inspirent du mécanisme
droit d'avoir ces 6 mois de congé, de faire une prolongation une première année. De une année. Oui, oui. Moi, je me rappelle, mon supervisor, il avait sa fille qui était procureure. Et donc, je disais, mon supervisor avait sa fille qui était procureure. Et donc, il me racontait qu'elle a eu 2 enfants l'un après l'autre. Et donc, finalement, elle a eu 4 années où elle n'a pas travaillé au Canada tout en étant payée. Et par la suite, elle est revenue, elle a retrouvé son poste. Donc moi, je suis plus pour des mécanismes qui permettent à la femme de faire des pauses. De toutes les manières, elle ne va pas avoir 20 enfants, donc elle va avoir 1 ou 2, peut-être maximum 3, la tendance. Pas 20, n'est-ce pas? Mais je pense. Hein? Mais je pense peut-être... Je sais, mais pour ne pas ennuyer nos chers assistances avec les congés de maternité, on va switcher une nouvelle technologie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, juste pour recadrer encore les constats, oui, pas de congé de maternité. Ce qui est très important, vous avez parlé tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure, Hind, d'inciter les filles pour aller vers les métiers. Et Karima aussi, tu en as parlé. Je voudrais partager des statistiques que je ne connaissais pas il y a quelques jours. Dans les nouvelles technologies, il y a 2 types de nouvelles technologies. Il y a les métiers hard, comme on l'appelle, c'est-à-dire la partie R&D, recherche et développement dans tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain, mais vraiment la partie R&D. Il y a la partie soft, développement soft, le développement très soft. Les filles s'orientent beaucoup plus vers la partie développement soft que sur la partie R&D parce qu'elles se croient ne pas capables de prendre un projet de recherche qui est très très lourd, d'élaborer des prototypes, d'élaborer des POC qui demandent peut-être 2 ans, 3 ans de commitment. Donc ici, peut-être qu'il faut sensibiliser un peu plus les filles aussi à pouvoir prendre des risques et surtout à pouvoir prendre des engagements à moyen et long terme. Il ne faut pas dire non plus, je suis femme, je défends les droits des femmes, mais à un certain moment, il faut aussi dire les vérités qu'il y a. Les femmes... Les barrières, voilà. À part les barrières, il y a des filles, il y a des femmes qui prennent des postes de responsabilité et parce que l'entreprise lui a fait confiance, elle a investi en termes de formation, elle a investi également en termes de salaire, elle a tout ce qu'il faut, mais du jour au lendemain, elle a décidé que sa carrière ne valait plus la peine et qu'elle voudrait rester à la maison. Oui, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est un problème, parce que moi, en tant qu'entreprise, vous voulez que je fasse confiance, je ne vais pas faire l'avocat du diable, même si vous allez me détester, mais vous voulez que j'investisse dans une femme, il faudrait que les filles aussi, que les femmes aussi se disent que c'est une carrière, ce n'est pas une alternative au mariage, ce n'est pas une alternative à une vie sociale, c'est un plan de vie, de développement, d'engagement. Apprenez à prendre aussi vos engagements à moyen et à long terme. Ce n'est pas aujourd'hui parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent, c'est pour ça que je vais travailler. Je dois m'épanouir dans le travail. Il faudrait aussi que quand la société investit en moi, quand la société également donne du meilleur pour qu'elle me garde, que je sois aussi transparente et honnête pour que je donne de mon meilleur de moi-même. C'est ce que je disais, c'est les barrières. C'est une des barrières. C'est d'abord la barrière que la personne se met elle-même, mais c'est aussi les barrières qu'elle se met elle-même. Parce que moi, j'ai eu des cas, effectivement, de ce que vous dites, enfin, ce que tu dis, parce qu'on s'est tutoyé, de ce que tu dis. Il y a juste 2-3 mois, une jeune fille qui doit avoir 23-24 ans, elle vient de démarrer, ça fait une petite année. Et elle me disait, non, pour moi, c'est trop, je ne peux pas concilier. Elle venait de se marier, ma vie de famille et mon travail. Pourtant, c'est une fille qui avait l'air brillante. Moi, je lui ai passé l'entretien. Elle avait l'air d'avoir, avant justement qu'elle puisse rentrer dans la phase familiale et son nouveau statut de femme mariée, qui avait beaucoup d'ambition, enfin, qui parlait, qui était très vive, qui venait présenter. Donc, on avait envie de l'accompagner. Il y avait, et c'est vrai, alors je parle de celle-là parce que ça fait 2-3 mois, mais j'en ai eu pas mal. Et c'est vrai que l'entreprise, quand elle investit, elle attend un retour aussi derrière, qui est l'engagement de pouvoir accompagner. Et surtout, quand c'est des entreprises qui sont structurées, qui ont envie de mettre la diversité en avant, c'est vrai que les femmes se posent aussi des barrières à différents niveaux et qui, effectivement, peuvent plomber leur carrière ou stopper carrément. Il y en a qui stoppent carrément le travail. Donc on a fait, je pense, un petit peu le tour, stéréotype, mariage, peut-être maternité.
plein de choses qui font que effectivement la femme ne continue pas sur en tout cas la jeune fille ne continue pas sur la carrière à laquelle elle était normalement prédestinée par ses études. Concrètement, avec ce constat-là, qu'est-ce qu'on pourrait toutes et tous faire? Et peut-être à différents niveaux. Je pense qu'on va commencer par Hind. Et c'est une question pour tout le monde. Ah, merci. Il fonctionne pour moi? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais en train d'expliquer, c'est-à-dire, pour moi, il faut un accompagnement tout le long du cycle de l'éducation de la jeune fille, et donc du primaire, et même la petite enfance, c'est-à-dire l'éducation à la maison. Il faut que, comme vous avez dit tout à l'heure, changer donc la façon d'éduquer la fille pour avoir plus confiance en elle, justement apprendre ses responsabilités, quel est l'égal de l'homme. Si l'homme peut s'engager, ben, la femme aussi peut s'engager. Au niveau donc du secondaire, au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, l'école doit prendre part, les associations doivent prendre part, et donc tout l'environnement finalement dans lequel évolue la fille. Par exemple, je lisais ce matin que, par exemple, il y avait l'université d'Hydro en France. C'est la seule université qui avait carrément un service égalité garçons et filles. Donc, il faut des initiatives comme ça, donc au niveau à l'échelle de notre écosystème, pour justement accompagner la femme. Ce que je voulais peut-être, le point que je voulais peut-être détailler aussi, c'est par rapport à l'enseignement. Les écoles, en fait, on a compris que les filles avaient un certain comportement, des attitudes, des choses qui sont ancrées, qui font qu'elles ne vont pas vers l'IT. Alors justement... oui, remarquez à 53%. On a fait... Il faut qu'elle continue. Alors justement, qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'école? Vous me rappelez un petit sondage que j'ai fait justement pour la table ronde. Et donc, l'ISCAE, c'est une business school, donc ce n'est pas une école d'ingénieurs. Et on a fait justement un sondage pour voir l'intention des filles à rejoindre justement plus tard le métier des IT. Parce que maintenant, justement, la tendance, c'est vrai, les ingénieurs avec une formation managérielle, mais aussi donc des managers avec une formation IT. Et on a été vraiment surpris de voir que plus que la moitié des filles, mais vraiment plus que je pourrais carrément dire la majorité, étaient pour le fait de continuer plus tard, c'est-à-dire une fois qu'ils auront leur diplôme, d'aller vers un métier IT. Alors, une autre chose qu'on a fait justement, quand vous me parlez comment dire, ce que peuvent faire les écoles. Alors, au niveau de je peux parler sans... Ah, là. Alors, à l'ISCAE, pour les étudiants de 3e année, ce qu'on a fait, nous, le département SI, c'est que nous avons proposé 2 cours typiquement IT. Un cours de cartographie des processus et un autre, c'est de la business intelligence. Et on a été surpris de voir que 50% des gens inscrits, c'était des filles, alors que c'est une business school. Et donc, effectivement, il faut au niveau des écoles, par exemple, les écoles d'ingénieurs, je ne les prends pas comme exemple. Pourquoi? Parce que c'est la technologie. De toute façon, les professeurs sont obligés d'être toujours à la page. Mais par contre, au niveau des business schools, je crois profondément qu'il faut une réingénierie des enseignements. Parce que maintenant, quand on parle, par exemple, à titre d'exemple, on parle de RH, en réalité, on doit enseigner le IRH parce que la personne qui va sortir plus tard, elle ne va pas travailler avec les mêmes pratiques qu'auparavant. Quand on est en train de parler de la communication ou, par exemple, le marketing, on est en train de parler de digital marketing. Donc, pour moi, les enseignements
enseignements doivent changer. Et donc, du coup, quand les enseignements vont changer, implicitement, on aura plus de femmes qui vont travailler dans l'ICT. Alors, juste pour conclure, je sais que je parle beaucoup parce que je suis prof, on a tendance à parler beaucoup, mais juste pour clôturer, mon idée, c'est même la terminologie ICT, comme on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment va se concentrer juste dans les métiers hard? Parce que maintenant, quelqu'un qui fait du digital marketing, est-ce qu'on le considère aussi comme l'ICT? Parce que si maintenant on va l'élargir, les gens qui font de la e-communication ou là, par exemple le digital marketing, à ce moment-là, le pourcentage des femmes, je pense, dans l'ICT va être beaucoup plus grand. Merci. Voilà, des rôles modèles. Donc aujourd'hui, je pense qu'en donnant des exemples concrets, des témoignages de personnalités et des personnes qui ont réussi leur carrière dans le domaine des ICT, va faire peut-être virer la conversion vers un chiffre plus positif dans le contexte où on a déjà des prétendantes aux écoles d'ingénieurs, mais au-delà du cursus, je dirais, académique, convertir le pourcentage en réalisation de 37% aux 53% peut-être pour atteindre le 100% de concrétisation, c'est de donner des exemples sur le terrain, peut-être aller aux universités, aux écoles d'ingénieurs, expliquer comment on vit, nous, femmes du ICT, le job, comment on vit l'équilibre personnel et familial, comment on réussit nos projets. Comment on y arrive? Oui, bien sûr, c'est pas facile, c'est dur certainement, mais c'est réalisable. Il faut donner l'exemple que c'est possible et que si tu as envie, là où tu es, dans n'importe quel domaine, il y a ta volonté qui va te faire arriver. Donc il faut y croire jusqu'au dernier jour, je dirais, de la vie, que un rêve, il faut le poursuivre. Donc il n'y a pas de frein si on n'a pas le frein dans la tête. Oui, sur l'écosystème, je pense que d'abord, il faut une sensibilisation des décideurs. Je pense que la parité aujourd'hui n'est plus une question à débattre, mais beaucoup plus une politique, une stratégie, une culture à instaurer au sein de l'entreprise. Il faudrait que les preneurs de décision aujourd'hui comprennent l'importance de la parité, l'importance de l'égalité de chance, l'importance de l'égalité également des salaires, l'importance de l'égalité d'évolution de carrière. Et c'est un travail à faire avec la société civile, avec les associations professionnelles. Le portage politique est très important gouvernemental. Il faudrait que nous ayons une stratégie un peu plus agressive dans ce sens-là. Nous avons des acquis, bien sûr. Nous avons bâti les fondations aujourd'hui pour avoir, comme j'ai dit au début, une politique sensible au genre, une discrimination positive. Mais c'est des mécanismes qui sont là, dans les rapports, dans les stratégies. Il faudrait une vision intégrée et avec ça, une volonté de traduire tout ça en action. Avoir aussi des indicateurs de performance pour dire qu'est-ce qu'on a réalisé cette année. On voudrait bien revenir l'année prochaine avec des chiffres concrets, avec des constats concrets, avec des réalisations concrètes. Parce qu'on peut pousser, par exemple, le Parlement ou le gouvernement à adopter une stratégie ou avoir des lois, mais s'ils ne sont pas traduites sur le terrain, s'ils ne sont pas portés par chacun de nous d'abord femmes, hommes et chaque membre de la société, de la famille jusqu'au monde de travail, on ne pourra jamais réussir la parité. Et vous avez cité toutes les deux l'un des obstacles majeurs, et je pense que, et ça je le disais tout à l'heure à mes confrères, j'ai toujours été convaincue, et je suis convaincue, je serai toujours convaincue, excusez-moi mesdames, que le pire ennemi des femmes, ce sont les femmes. Et encore plus elles-mêmes. On adore nous torturer, on adore nous imposer, nous infliger des choses qui sont, come on, let's go, wow.
On voudrait la perfection dans un monde qui est imparfait. Et ce n'est pas possible. Concentrons-nous sur ce qui est important aujourd'hui, au lieu de vouloir faire tout et finalement se retrouver à rien faire. Au lieu de vouloir défendre tous les droits et le basique n'est pas là. Et je pense que si on arrive aujourd'hui à déjà enlever cette barrière psychologique, et je la vois encore dans les étudiantes, pas plus tard que tout à l'heure à l'INPT, je parlais avec des étudiantes sur une conférence sur l'Afrique, et ça je le vis chaque jour, quand je parle aux étudiants et étudiantes, dans chaque groupe de travail, la fille, elle se prend le rôle de secrétaire, elle se prend le rôle de la com, alors qu'ils sont tous ingénieurs, lauréats, au même niveau. Peut-être que je vais ramener mon anecdote. Je faisais partie de groupes d'étudiants, bon, bien après c'est-à-dire bien récemment. J'étais déjà directeur et je passais mon MBA et on était en groupe. Je me retrouvais comme seule fille dans un groupe de garçons, d'hommes. On est étudiants, donc on se permet. Et c'est vrai que ça a été la chose qui m'a fait flipper tout de suite. Dès qu'on s'installe, oui, toi, tu dois bien écrire. Tiens, fais le secrétaire. Écris. Bien sûr, on n'arrive pas là où on en est en laissant passer ce genre de message. Je suis désolée. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais même pas écrire. Mais c'est ce genre, peut-être, c'est un témoignage, mais c'est ce genre de réactions qui peut-être sont réellement pas voulues, inconscientes, qui font que ça bloque certaines filles. Et il y en a qui ne sont pas capables d'assumer, ni de trouver une réponse ou une répartie, qui vont peut-être assumer directement le rôle de secrétariat pour juste ne pas avoir à discuter ou à imposer son rôle. Bon, peut-être pour faire une transition sans transition. Est-ce que dans ce genre une des façons de faire serait peut-être que nous, les femmes qui sont déjà à ces postes-là ou qui avons réussi plus ou moins, pouvons contribuer à mettre ces jeunes filles sur, on va dire, le chemin et à les aider à se réaliser par rapport à peut-être à leur volonté d'être IT, puisque à 53% elles y vont. Oui, moi je pense que sur ce sujet-là, on travaille sur un projet qui est assez intéressant, qui va être mis en place à partir de la rentrée prochaine, peut-être à la rentrée des classes prochaines, qui est celui du rôle modèle en fait, et sur une tournée des écoles, parce qu'effectivement, même si on n'a pas la problématique d'avoir des femmes ingénieures, on ne les voit pas se traduire réellement au sein de l'entreprise et particulièrement dans les métiers de ce qu'on appelle nous. Alors, on a des différents métiers, on a de l'ICT, on a les plateformes, on a réseau et télécom, il y a un peu de tout. Et même celles qui... Alors, je vais faire juste rapidement une parenthèse, tout à l'heure on parlait. J'avais une jeune fille super pétillante qui a souhaité faire technicienne d'intervention terrain. Et c'est pas simple, hein. Voilà, c'est monter dans le pylône, etc. Donc pylône, c'est là où on a, vous comprenez mieux que moi ce que c'est. Et donc elle arrive, j'imagine, voilà. Et donc elle arrive et pendant 3 mois elle fait rien, 6 mois elle fait rien. Et donc au bout d'un moment, bon, son manager me dit la vérité, j'aimerais bien qu'elle trouve une mobilité parce qu'aujourd'hui elle n'est pas productive. Je lui dis mais c'est pas possible, elle avait vraiment envie de le faire et tout. Et donc, après une petite enquête, je me suis rendu compte qu'en fait, les techniciens qui étaient avec elle ne la laissaient pas monter parce qu'ils avaient, soi-disant, peur pour elle. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis... Et par la suite, évidemment, elle avait son petit entourage, donc elle en parlait. Et c'est vrai, quand on a demandé aux filles de passer technicien d'intervention terrain, elles ne voulaient pas. Parce que elle se disait, je vais rester là-bas, c'est un peu le placard. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument monter ce projet, qui est de faire des interventions au lycée, au collège, même si c'est vrai que les filles, on voudrait leur montrer qu'aujourd'hui, quand vous avez votre diplôme, si vous allez vous choisir, d'abord, on veut les pousser à aller vers les métiers de l'ingénierie, et quand elles ont leur diplôme, qu'elles osent aller
vers des métiers d'ICT, vers de nouvelles technologies de l'information. Alors aujourd'hui, on a une multitude de métiers autour de l'ICT. Alors nous, on a de l'ICT aussi bien dans la vente, puisqu'on vend des solutions ICT, que dans le développement. Et aujourd'hui, il y a du cyber security, il y a du cloud, il y a blockchain, enfin toutes les terminologies auxquelles je ne comprends rien, mais sur lesquelles je dois recruter plein de monde. Et donc, il faut que je fasse un effort de travailler dessus. Et donc, à partir de la rentrée prochaine, j'ai des filles et des femmes volontaires ingénieurs qui veulent m'accompagner dans l'aventure de faire ces tournées-là, se proposer, faire du mentorship. Alors, le mentorship, réellement, on a essayé de le faire. Mais le problème, c'est que parfois, c'est la distance. On a les ENSA sont un peu disséminés dans tout le pays. L'INPT est à Rabat. On a une seule école qui est à Casablanca. C'était beaucoup trop compliqué de faire tout le suivi. Et donc, on s'est dit, on va juste faire un accord avec ces écoles-là, de faire un peu comme des semaines d'orientation, mais ça serait sur une journée. C'est-à-dire, on va y aller, on va prendre une journée, peut-être 2 ou 3 heures pour un certain nombre d'étudiantes à ce qui veulent s'inscrire, et on va parler enfin moi pas, hein, parce que je ne suis pas représentative, mais de ces femmes qui ont réussi à être dans ces métiers-là. Et une dernière peut-être intervention, messieurs qui êtes, et mesdames hein, qui êtes à des niveaux de management, sans le support du management, les HR, ils ne peuvent rien faire. Et je peux vous assurer que j'ai eu l'ancien patron du réseau qui était là. Réseau, alors quand on dit réseau, pour nous c'est réseau et IT, hein, ça regroupe un peu tout. Aujourd'hui, c'est tellement poreux qu'en fait, il n'y a plus de frontières entre les deux. Il m'a tellement aidé que j'ai réussi aujourd'hui à avoir 25% de femmes dans les métiers. Et il y a des métiers d'opération ou maintenance où j'ai dans le middle management 40% de femmes. Et ça, sans l'aide du manager, ça n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience dans l'entreprise, ça c'est le travail de l'entreprise, c'est le travail des associations, c'est un travail collectif en fait. Et chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Mais je suis très très optimiste parce que les nouvelles générations, les millennials, ils ont beaucoup moins de freins que nous n'avons eu. Quand on les voit parler, ils ont beaucoup moins de freins. Alors ils sont plus difficiles à gérer, je le conçois, mais je trouve qu'ils ont beaucoup moins de freins et c'est pour ça que je suis très très optimiste pour l'avenir. Rapidement sur l'intervention de Zakia. Alors pour le mentorship, effectivement, il y a un programme qui va être lancé bientôt, auquel vous êtes tous conviés. C'est un programme qui vise, on l'appelle Extensive Program for Leadership. Ce n'est pas uniquement pour les filles, pour dire que la discrimination positive peut être aussi pour les garçons, mais on sélectionne une centaine de jeunes étudiantes et jeunes étudiants dans le secteur de nouvelles technologies au Maroc, dans lauréats ou étudiants, dans 3e et 4e année. Et on leur fait 5 semaines, mais vraiment d'extensive leadership trainings. Au Maroc, il y aura 1 semaine de préparation. Et après, ils vont partir à Silicon Valley pendant 2 semaines. Et les 2 autres semaines, ils vont faire la tournée des États-Unis pour voir un peu comment ça se passe. Donc, je vous lance l'invitation. Si vous connaissez quelqu'un qui est étudiant, on fait ça pour l'IT. Alors, donc, comment on assure, et là, je reviens sur ce que tu as proposé, comment on assure, et d'ailleurs, peut-être qu'on va faire appel à Orange. Alors, pour le réseau, comment on fait? On a le e-learning, donc on va installer dans certaines universités, par région, la vidéoconférence où on invitera les étudiants de toute la région. Donc, par exemple, Fès sur la région de Fès, Agadir pour la région du Sud, Rabat pour la région du Nord. Voilà, donc on va faire, et c'est comme ça qu'on fera la première semaine extensive parce que c'est assez éloigné. Voilà, je ferme la parenthèse. De l'ingénierie. Hein. Aujourd'hui, enfin, le programme qu'on a, c'est uniquement pour les métiers de l'ingénierie et des nouvelles technologies de l'information, parce que vous imaginez bien que dans le marketing, il faut que je fasse la parité inverse. Donc, il faut que j'ai plus d'hommes que de femmes. Mais, voilà, ça c'est les tourments du DRH. Ben, merci mesdames. Je pense qu'on va donner la parole au public s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Marhaba bikoum. Oui. Bonsoir, je m'appelle Bnadou Idrissi Jalil, je suis DSI d'une entreprise privée et je souhaiterais apporter certaines informations complémentaires à ce que vous avez dit.
et d'après aussi mon expérience personnelle. Donc premièrement, sans les femmes, on n'existerait pas. Donc ça, c'est vrai. J'ai eu une expérience assez longue avec les femmes au niveau du travail, puisque je gérais 90 femmes. Et je sais que de leur profil, elles sont énormément bosseuses. Donc ça, c'est une qualité indéniable qui s'est vérifiée sur le terrain, malgré le fait que plus elles prennent de l'âge et plus elles ont d'autres soucis à côté, comme le mariage, les enfants, etc. Mais dans l'ensemble, nous avons pu constater, d'après nos indicateurs, qu'elles étaient beaucoup plus productives. En termes d'embauche, salaire et égalité, je sais que les entreprises ne traitent pas de la même façon, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Maroc a changé. Les mœurs ont changé. Il y a beaucoup de femmes qui sont émancipées et qui arrivent à se démarquer par rapport aux hommes. Elles arrivent à s'impliquer dans leur travail. Et de ce fait-là, dans notre entreprise d'ailleurs, le niveau de salaire est le même, les critères sont les mêmes, puisqu'il y a une grille de salaire qui est prédéfinie et que, bien sûr, avec l'aide des RH, pour pouvoir embaucher. Les questions que vous avez posées, oui, c'est vrai, des fois, on pose des questions sur les heures sup, est-ce que vous pouvez vous déplacer, etc. Donc, je reviens au niveau, au constat qu'il y a deux types de femmes au Maroc. Il y a celles qui sont complètement émancipées et celles qui sont entre l'émancipation et la tradition. La tradition est un frein pour la femme pour se mettre en évidence. Au niveau des résultats, dans le métier de l'ingénierie et des IT, on a plutôt une obligation de résultat, pas une obligation de présence. Et de ce fait, très tôt, dans les années 2000, nous avons pu mettre en place, pour les femmes qui ne peuvent pas se déplacer, un mode de télétravail. Donc ce mode de télétravail a permis à plusieurs femmes dans notre entreprise à continuer à travailler malgré le fait qu'elles aient des obligations familiales. Vous avez dit beaucoup de vérités, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui reste d'autre? Donc oui, les IT de demain, avec la transformation digitale, va permettre aux femmes, et sans que vous soyez, parce que j'ai remarqué que vous mettez beaucoup le point sur l'égalité des femmes. Les femmes sont l'égale de l'homme, ça c'est vrai. Mais il faut juste s'imposer d'une façon assez soft pour pouvoir dire aux hommes, nous les hommes, qu'on a notre place à côté de vous et qu'on participe, que ce soit au travail ou à la maison, à l'évolution du couple. Voilà, merci. Merci, monsieur. Merci pour votre témoignage. Je vais juste apporter un petit éclairage sur l'égalité salariale. C'est peut-être vrai dans très peu d'entreprises, mais en tant que DRH, et j'en connais beaucoup, et nous sommes dans beaucoup d'associations de DRH, malheureusement, l'égalité salariale, nous n'y sommes pas. Et c'est un constat chiffré où la femme perd, du fait de sa présence, de sa non-présence à un certain moment, un certain pourcentage d'augmentation. Donc, par la force des choses, au bout, je vais vous dire en moyenne à la quarantaine, si vous faites une différence, on est entre 15 à 20% de différence naturelle, juste une non-présence. Donc ça, c'est vraiment des chiffres. Et c'est vrai qu'il y a quelques entreprises qui ne prennent pas en considération, enfin qui ont vraiment une égalité salariale, mais elles sont très très peu nombreuses malheureusement. Et nous on parle surtout, moi pour ma part, je parle de la majorité des entreprises. Et je peux vous assurer que la non-présence des femmes à un certain moment de leur période, qui est biologique, hein, qu'on ne peut pas changer, elle est pénalisante. C'est le moment où il y a les moves de carrière et c'est le moment où il y a les augmentations de salaire. Voilà, c'était juste pour compléter. Il y avait une question, je pense. Juste un petit rappel sur la valeur de la femme dans la société marocaine. En fait, la femme, si on prend le terme, on est entre Haïti, c'est le slash ou bien le route. Elle donne la vie
elle donne la naissance à des grands hommes. D'ailleurs, en tant qu'homme, j'étais inspiré de ma mère. Et c'est ma mère qui m'a donné toutes les ambitions dans la vie pour que je puisse percer. Et c'est la réalité de tous les grands hommes, sauf qui sont inspirés de leur mère, qui font de leurs enfants des hommes. Et quand on parle des hommes, c'est homme avec grand H. Et ça, c'est malheureux qu'on est en 2018 et on est en train de discuter sur des petites futilités et des blocages qui ne sont pas à être lieu dans notre société. En fait, le vrai débat qu'il faut mener, c'est que éduquer ses enfants d'une façon égale. Et depuis la maison, tout est construit vers l'extérieur. Et merci pour votre intervention. Excusez-moi, je vais juste réagir à votre intervention. Désolée si vous pensez qu'on a... Enchantée et passez mes amitiés à Saïdnen, Habib aussi, et c'est Tommy. Futilité, je ne pense pas qu'on a discuté des futilités quand on parle de stéréotypes. On n'a pas discuté de futilité quand on parle de 30% d'écart de salaire. On n'a pas discuté de futilité quand on parle aujourd'hui de la discrimination négative dans l'embauche, dans l'évolution de carrière. Et on est venus toutes ici, et tous, avec nos vécus, avec nos expériences, pour partager cela et pour dire, voilà le constat, il faudrait tous ensemble qu'on travaille pour qu'on puisse avancer. Et ça, c'est la base pour avancer. La tradition ne vient pas en opposition avec l'émancipation. On a, alhamdoulilah, au Maroc, nos traditions sur lesquelles on se base et qui font de nous des repères. C'est notre repère aujourd'hui pour revenir. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait oublier le futur. Si on revient à notre base, et je pense qu'on a eu toutes les chances, si on a réussi aujourd'hui, d'avoir la chance d'avoir des parents très ouverts et qui ont éduqué nos frères et sœurs au même niveau. Et c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui que ça soit le cas au sein de la famille, que ça continue grâce à la tradition, mais au sein de l'entreprise, que la femme soit traitée à part et à pied d'égalité que l'homme. Bonjour, je suis Qodad Mohamed Amir, DSI de la Fondation Mohamed VI. Et donc, je voulais juste ajouter à ce débat très riche mon expérience personnelle et sans généraliser qui me laisse très optimiste par rapport à l'avenir de la femme au Maroc, côté études et côté conditions de travail. Donc nous, à la Fondation Mohamed VI, on offre des prestations sociales à la famille de l'enseignement. Parmi ces prestations sociales, il y a une bourse d'études qu'on donne aux bacheliers et c'est une bourse d'excellence. Donc, indépendamment du salaire des parents, on donne une bourse qui dépend des notes des étudiants. Alors, quand j'ai intégré la Fondation en 2003, on avait un ratio de 60% hommes, 60% garçons et 40% filles. Qui ont cette bourse. Maintenant, on est à peu près 70% femmes et 30% hommes. Donc, il y a complètement un changement de la balance. Ce qui laisse dire que bon, les femmes travaillent beaucoup et ont des notes très élevées. Et là, on parle des notes de 18, 19. Le minimum, c'est 17, 30. Donc, on parle de l'élite de l'élite. Une deuxième expérience, c'est par rapport au taux de pénétration des femmes au niveau de l'organisme. Alors, nous, au niveau du siège, on a à peu près 50%, 50%. Donc, il n'y a pas une très grande différence entre les hommes et les femmes. Il y a une différence dans les régions, parce que les femmes ne postulent pas dans ces régions. C'est ça. Mais au niveau du siège, au niveau de Rabat, 50%, 50%. Et moi-même, dans mon équipe, j'avais une équipe de développement constituée de 75% de femmes et 25% garçons. Bon, c'est une petite équipe, donc les pourcentages ne valent pas beaucoup. J'ai 3 filles et 1 garçon. Donc, et côté infra, j'avais 50%, 50%. Donc, un ingénieur et une femme ingénieure. Parmi les facilités qu'on a fait pour les femmes, donc j'avais une ingénieure en développement informatique et un jour elle a voulu démissionner.
Donc, quand on a demandé pourquoi, elle voulait se marier, parce que bon, son mari est à Tanger, nous à Rabat. Et elle voulait se marier, donc il n'y a pas question, elle voulait démissionner. C'était une fille qui est très brillante. Alors, on a essayé de la retenir, on a essayé de trouver des solutions, et parmi les solutions, c'est de travailler à distance. Et quand je dis travailler à distance, c'est une percée dans le monde du management, parce qu'on est une administration publique quand même, donc on n'est pas une start-up à San Francisco qui tolère ces choses. Donc on a une gestion RH qui est très, très orientée publique. Donc on a essayé de trouver une solution et on avait un site au niveau de Tanger, une médiathèque, donc, qui n'a pas de relation avec l'IT, mais c'est une médiathèque. Et on a décidé donc, de trouver une solution, c'est qu'elle travaille à distance. Bien sûr que la fondation va sacrifier à peu près, disons, 10 à 15% par rapport aux problèmes de communication, aux problèmes de réunion au niveau distant. Mais on voulait justement garder cet élément brillant. Donc, on lui a proposé de travailler à Tanger avec nous sur des projets IT en développement parce que ça ne nécessite pas beaucoup de présence, parce que c'est des codages, c'est de travailler sur des serveurs distants avec les outils qui existent actuellement de VPN et donc les nouveaux outils de travail. Et donc, on a trouvé une solution. Par contre, je partage avec quelques intervenants, quelques panélistes qui ont dit que bon, le premier handicap de la femme, c'est elle-même. Parce que bon, je disais que j'avais 3 filles en développement et un seul garçon. Maintenant, on est à 50%, parce que justement, une développeur a voulu quitter le travail parce qu'après avoir accouché, et après le congé de maternité, bien sûr qui est légal pour toutes les femmes, il n'a pas voulu reprendre le travail parce que bon, il voulait être présente à la maison pour sa fille. Et donc, malheureusement, elle était très proche d'un poste de responsabilité, mais elle a voulu sacrifier sa vie professionnelle pour sa vie personnelle. Donc, c'est un choix que bien sûr, je ne peux que respecter, c'est un choix personnel, mais c'est parmi les handicaps de l'évolution de la femme. La même chose pour l'autre femme qui était dans l'équipe infrastructure. Donc après l'accouchement, donc elle a voulu prendre une année de mise en disponibilité qu'on lui a offert, mais ce sont parmi les contraintes de l'évolution au niveau du travail. Par rapport au recrutement, nous, comme administration publique, on reçoit beaucoup de demandes de travail des femmes par rapport aux garçons. Peut-être, il y a même des femmes qui veulent diminuer leur salaire pour intégrer la fonction publique. Donc ça, ce sont un peu des constats de mon expérience personnelle, sans généraliser, mais je dis que je suis très optimiste par rapport... Il ne faut pas généraliser, d'accord. Oui. Je ne serais pas prête à diminuer mon salaire pour aller dans le public, je suis désolée. Malheureusement, c'est le cas de plusieurs Alors, je voudrais femmes. quand même... oui, il faut être honnête et il faut dire ce qu'il en est. Merci pour l'intervention. Je voudrais rebondir sur quelques points que vous avez évoqués et le premier intervenant. Aujourd'hui, quand on est dans le domaine des ICT et du travail, hommes comparant la valeur ajoutée de la femme, on perçoit d'une manière chiffrée que la productivité de la femme, elle est plus élevée par rapport à la productivité d'un homme. On perçoit aussi de manière chiffrée qu'un management venu d'une femme est un management très participatif qui ramène de la valeur ajoutée. Et quand on dit une femme qui va se désister, je suis désolée, elle ne va pas se désister, on va la forcer d'une manière indirecte à laisser son poste, à céder sa position. Parce que si tout le système ou l'écosystème va accompagner cette femme-là pendant ces moments de, je dirais, de grossesse ou d'allaitement ou ce qui va avec, je ne pense pas qu'il y a une femme qui va baisser son niveau de salaire le moment où elle a besoin de plus de dépenses. D'accord ? Donc, exactement. Donc, et je clôturerai en disant, la valeur ajoutée, quand on l'aperçoit, la femme, des fois, elle est obligée de prouver qu'elle peut faire
idem que ce que peut donner l'homme, sinon mieux. Donc c'est pourquoi il y a un frein, je pense, d'emblée, et Wafa en avait cité, c'est que nous, autant que femmes et ingénieurs ou, je dirais, leaders dans le domaine, il faudrait qu'on élimine cet obstacle à l'entrée et qu'on se dise on n'a rien à prouver. On est compétente et à pied d'égalité, que la chance soit à pied d'égalité et c'est tout. Je pense 2 dernières questions et on les prend ensemble. Oui, il y a déjà un monsieur. Bon. Je pense qu'il y en a plus, mais on va les prendre. Ah, oui. Qui traite la partie, donc tout ce qui est regroupement des très petites entreprises donc, au Maroc, avec une extension aussi en Afrique. Je voudrais juste soulever quelques petits points donc, en termes de remarques par rapport à ça. Parmi les choses qu'on a constatées sur nos parcours en tant que recruteurs aussi et conseillers en termes de recrutement pour les tiers, c'est que, par expérience, nous avons constaté que les femmes étaient les plus sollicitées et en termes d'expérience, elles étaient plus stables. Et donc, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi, je préfère recruter les femmes plutôt que les hommes, justement pour une raison de stabilité. Deuxième point, un blocage qu'on avait constaté, certainement, qui n'a pas été cité. Malheureusement, j'ai eu des cas de femmes qui, pour aller dans un entretien, devaient malheureusement se débarrasser de leur voile pour passer un entretien, parce que le voile était perçu comme un élément non dit, et elle était bloquée justement parce qu'elle portait le voile. On ne lui disait pas que c'était à cause du voile, et malheureusement, c'était un cas qui s'est déjà présenté, et c'est un élément qu'il va falloir peut-être... On avait parlé un petit peu de la transformation digitale, moi je voudrais parler de la transformation mentale. C'est surtout au niveau de nos mindsets, hommes et femmes, qu'on doit travailler un petit peu pour un petit peu éradiquer ces frontières, justement qui marquent ce côté de genre dans notre société. Je vous remercie. Alors, bonsoir tout le monde, je me présente, je m'appelle Wassila Daher. Je suis directrice associée chez Hyperlink, une agence digitale. Donc en fait, moi, mon parcours, je suis ancienne ISCAïste, diplômée marketing et communication. Donc je me suis orientée vers le digital et l'IT depuis 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. Je n'ai pas regretté mon choix. Au contraire, je suis très satisfaisante de mon choix. Et en fait, moi, ma question, ma réflexion, je rejoins l'idée que Mme Kalima a présentée sur le rôle modèle de la femme. Alors actuellement, le milieu, il y a beaucoup de femmes en fait, qui interviennent de l'IT, ils font un excellent travail, mais on ne les voit pas en fait. Je pense que la problématique qu'on doit se poser ce soir, c'est comment améliorer et favoriser la visibilité de ces femmes-là. Parce qu'il faut faire il y a des mesures à prendre en considération pour les valoriser. Voilà, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Comment les faire ressortir? C'est à vous. مساء النور. أقدم نفسي دكتور ناجي الأمجد، إعلامي وخبير في التربية والتواصل منذ أكثر من 20 سنة أو يزيد، وسعدت كثيرا بحضوري بينكن أيتها المكرمات. أهنئكن مسبقا. دعوني أعود للحرف العربي في هذه الجلسة وأستسمحكم. فقط من باب التجربة أود أن أحكي لكم بعض الصعوبات في مجال التربية والتعليم حتى أعود لصلب الموضوع. تعرفون أن كل الثانويات والإعداديات والمدارس الابتدائية تعاني من نقص في الموارد البشرية بمجرد ما أن تخرج المرأة وهي حامل إلى عطلتها، عطلة الولادة. مع الأسف في كثير من المؤسسات كأن المرأة تبرمج خروجها 3 أشهر قبل الصيف، وبالتالي أصعب لحظة وأصعب تاريخ وأصعب فترة في تدبير الموارد البشرية تكون في تلك الفترة، فلا نجد من يعوض، وبالتالي صعوبات كثيرة تطرح. هذا من حقها. أعود للمسؤولية في الكوتشنج وفي المرافقة والمصاحبة. لا يمكن أن نكلف الإنسان ما لا يطيق. لا يمكن أن نضبط إيقاع المرأة على إيقاع الرجل. حقيقة أن من النساء الكثيرات من لهن قدرات قيادية خارقة،
ولكن في المقابل وهذا بالإحصائيات تجد أن لهن صعوبات في تدبير البيوت، في تدبير حياتهن الشخصية، حتى أن بعض الاستشارات تقدم علي وتأتيني عندها ربما انفصام في الشخصية، تحكي بمرارة أنها ضيعت حياتها الشخصية، أنها ضيعت مستقبلها، أنها وفي المقابل هي بارعة وقيادية من الطراز الأول في كثير من المجالات. لا أحتاج إلى أن أعدد الحالات التي رأيت. نعم أختم. شكرا لله. العفو. Alors, est-ce que je peux répondre à madame qui a parlé de la visibilité tout à l'heure? D'accord. On a parlé, je vous ai parlé du support. Moi, je parle de l'entreprise. Après, ça peut être dans d'autres transposables. Je pense que il y a, pour mettre en visibilité beaucoup de femmes qui travaillent dans l'ombre, justement, c'est du travail collaboratif. Et moi, ce que je vous ai donné comme exemple d'avoir travaillé avec des managers qui m'ont fait confiance pour pouvoir montrer ces femmes et les mettre en avant, le résultat était là. Et je pense que c'est une des façons, peut-être, c'est la prise de conscience. Et ce que nous, en tant que spécialistes du capital humain, pouvons apporter à des managers dans l'ingénierie, les métiers de l'ICT et des nouvelles technologies, c'est de pouvoir les accompagner et leur montrer la valeur ajoutée et comment mettre ces femmes en visibilité. Ça, c'est la réponse que je peux vous donner à mon niveau. Très rapidement, غنجاوب الأستاذ الفاضل باللغة العربية وأرجو أن يسمح لي لركاكتي ولأسلوبي باللغة العربية. لا أظن أن فترة الحمل تكون مبرمجة لأنه مسألة يقدرها الله سبحانه وتعالى. إذا ظننتم بأن المرأة تتعمد أن تخرج 3 أشهر قبل العطلة الصيفية فهذا تدخل في القدرة الإلهية. وكذلك عندما قلتم بأن ممكن أن تكون المرأة انفصامية في الشخصية، أوافقكم على هذا، لأنه عندما تسمعوا كذلك بعض الردود كردكم تصبح منفصمة في الشخصية. Désolée, je vais switcher en français. Juste pour résumer, j'ai bien compris votre message. Juste pour fermer la polémique et la parenthèse, désolée, j'ai bien compris votre message et je voudrais juste sortir sur une conclusion positive. Aujourd'hui, les compétences et les capacités de femmes ne sont plus à démontrer, surtout dans le secteur des nouvelles technologies. Nous avons relaté un peu les défis et les contraintes qui ont été relevées par tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire est très clair, sensibiliser l'écosystème pour cela, coacher et peut-être accompagner les filles, mais aussi essayer de donner plus de visibilité à ces femmes qui sont dans le secteur, qui ont réalisé quelque chose et qui peuvent être des modèles, pourquoi pas, pour ces jeunes filles dans le futur. Merci. Alors nous remercions nos chers panélistes, nous vous remercions tous vraiment pour votre présence, votre implication, vos questions, vos remarques aussi. C'était de valeur, très agréable. À très bientôt, Inch'Allah. On peut continuer. Pardon ? On peut continuer à l'extérieur. Si ça... Oui, merci mesdames, bravo les championnes. On va peut-être terminer sur une note positive. Merci d'avoir répondu présent à cette belle soirée. Je rappelle juste que l'OSIM reprend ses rendez-vous mensuellement sur différentes thématiques. Celle d'aujourd'hui sera matérialisée par un article et justement par la captation vidéo qu'on publie sur YouTube et donc éventuellement aussi toutes les photos des championnes et des champions. Je rappelle qu'on a une photo de famille à prendre à l'extérieur, voilà, et puis un cocktail dînatoire. Mais avant ça, je crois que l'OSIM est fidèle à sa belle habitude.